Donc si on a voulu organiser cette soirée, c'est qu'il nous semble qu'il y a quand même un enjeu fort à penser ensemble les formes de répression institutionnelle qui s'abattent sur une diversité d'organisations. C'est parfois compliqué en fait, de rassembler les mondes militants autour qui font pourtant face à des attaques et des défis communs. Et donc c'est un des enjeux ce soir de rassembler des secteurs des mondes associatifs et des mondes militants assez variés, précisément parce qu'on fait l'hypothèse qu'ils sont confrontés à des formes de répression institutionnelle communes, et donc on est très content d'une panel assez variée qu'on a réussi à rassembler ce soir. Donc cette initiative est issue d'une dynamique collective qui est portée par la coordination Passe en nous, l'Institut Aminsky, l'Observatoire des libertés associatives, et au-delà tout un ensemble d'organisations en fait, comme le collectif des associations citoyennes, Vox Public, la CIMAD, qui il y a quelques années en fait, ont constitué une coalition pour les libertés associatives, précisément pour mieux se défendre face aux attaques institutionnelles. Et donc l'une des activités a été de lancer un travail un peu systématique d'observation de la répression associative. C'est le travail de l'Observatoire que j'ai notamment pu animer avec Antoine Delphini, qu'on entendra tout à l'heure, Adrien Roux depuis 3 ans, qui vise à documenter la répression associative avec l'idée que visibiliser des phénomènes qui sont parfois relativement discrets, analyser la mécanique répressive peut permettre de mieux la combattre. On poursuit ce travail aujourd'hui avec aussi un peu plus de moyens, et donc ça va nous permettre de faire tout un ensemble de choses qu'on a envie de faire depuis plusieurs mois mais qu'on n'arrivait pas tout à fait à faire, à savoir offrir un accompagnement juridique aux associations réprimées qui sont souvent un peu isolées face à la répression, et on a envie de travailler là-dessus, notamment avec le syndicat des avocats de France. Peut-être que Marion Augier pourra en dire quelques mots tout à l'heure, et au-delà de travailler en fait de renforcer notre action d'autodéfense associative et de formation au fond des assos face à la répression. Au-delà de ça, on a envie en fait de tenter en fait un travail au niveau local, avec l'idée en fait, et on pourra en discuter, on a quand même une analyse politique de la situation qui est quand même assez compliquée au niveau national, le sentiment que le contexte au niveau national, et on en discutera peut-être tout à l'heure avec Daniel Ogono, est compliqué, mais peut-être au niveau local, il y a des marges d'autonomie, des marges d'action qui sont possibles, et qu'il y a des choses à imaginer pour créer un environnement institutionnel qui soit plus favorable à l'autonomie et aux libertés associatives, et on pourra en discuter avec Léonore Monconduit, la maire de Poitiers, tout à l'heure. Bref, il y a du boulot, et c'est l'enjeu de ce soir de discuter de tout ça. Dans un premier temps, avec une table ronde qui est vraiment centrée sur les constats, faire un état des lieux de la situation, on va y venir dans un instant. Donc, je ne vais pas dresser le tableau, ça va être fait, mais je crois qu'on a tous le sentiment d'un tournant autoritaire depuis 2015 qui s'est quand même fortement accentué avec la multiplication des dissolutions d'associations à un rythme inédit depuis 3 ans, la création du contrat d'engagement républicain qui est venu au fond institutionnaliser des formes de surveillance du monde associatif et plus largement tout un ensemble de cas d'attaques sur des collectifs militants. On l'a vu récemment avec le traitement judiciaire par exemple des émeutiers en juin et en juillet dernier. Mais l'objectif clairement de la soirée, c'est pas que de faire un constat de la situation, mais de réfléchir un peu aux ripostes qu'on peut mettre en place, de réfléchir dans quelle mesure le droit peut être une ressource quand même dans ce contexte un peu défavorable. On pourra y réfléchir tout à l'heure avec Julien Leguet de Bastille Merci. On l'a vu avec les soulèvements de la Terre récemment, que la tentative de dissolution avait été mise en échec, au moins provisoirement. On pourra discuter aussi du cas d'Alternativa à Poitiers. Il me semble néanmoins qu'il y a un enjeu à la fois articuler une réflexion stratégique sur, au fond, les stratégies défensives juridiques et des stratégies plus offensives. Et là, on a envie d'en discuter avec vous. Dans quelle mesure le droit peut être aussi le moyen de construire peut-être des contentieux stratégiques permettant de faire bouger les lignes. Dans quelle mesure aussi au niveau local, il y a moyen de construire des alternatives. Donc voilà tout ce dont on a envie de discuter avec vous ce soir, et merci encore d'être là. Merci. Donc oui, merci beaucoup à vous d'être là ce soir. Donc l'idée de cette première table ronde, c'est plutôt de dresser des constats sur un peu l'espace de la restriction des libertés associatives et de manière générale des répressions dont parlait Julien. Alors bien sûr, les constats qu'on va dresser, je pense qu'on les connaît.
Maintenant, ça nous paraît quand même essentiel de se redire un peu, en fait, les qualifier. Les qualifier, les nommer, ça permet aussi de les rendre visibles, parce que ça pèse lourd sur le quotidien militant et sur les incidences que ça peut avoir dans la vie du collectif ou la vie personnelle. Donc voilà, l'idée c'était de se redire un peu sur cette table ronde, la première en tout cas, c'est quoi le constat et finalement comment s'en est arrivé là, un peu dans un, sans retracer une longue histoire de ce contexte, mais quand même d'avoir quelques dates clés aussi, dates en tête. Et voilà, notamment sur les dissolutions, sur lesquelles on pourra revenir, mais qui est il n'y a jamais autant de dissolutions dans notre contexte actuel. Voilà. Donc on va tout de suite commencer cette table ronde. Je vais vous présenter tous les intervenants. Donc, Jawed Bachar, qui est militant antiraciste et contre l'islamophobie, qui nous parlera un peu des incidences finalement, en tout cas comment ce contexte est organisé et quelle incidence ça a sur les militants et quelques ouvertures de riposte. Ensuite, Stéphanie Hélène-Cochès, qui est professeure, plutôt sur les libertés publiques, l'état d'urgence et la laïcité, et qui nous redonnera quelques chiffres et dates clés sur ce contexte nauséabond. Ensuite, Élise Melon de la CIMAD, qui est la direction de la vie associative, donc plutôt sur les associations de soutien aux exilés, sur finalement, c'est quoi un peu le constat aussi dans ce contexte où la loi d'immigration est aussi en train de réduire de plus en plus le champ des droits. Et enfin, Thierry Quintoni de Solidaire, aussi sur la question syndicale et l'espace d'expression du syndicalisme. Et Mohamed Nechmach qui nous cherche, qui n'a pas de GPS ni WhatsApp, donc on s'organise pour qu'il arrive. Merci beaucoup, merci de l'invitation et merci à tous et toutes d'être là pour un sujet effectivement assez important. Alors je vais essayer aussi de ne pas être trop longue pour qu'on ait le temps d'échanger après avec la salle. Mais je voulais peut-être effectivement sur cette question des libertés associatives repartir en effet de quelques éléments chiffrés pour essayer de donner 2-3 pistes de réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire pour le pouvoir exécutif de pouvoir prononcer la dissolution d'une association. Donc en termes d'éléments chiffrés, ça a été dit à l'instant, et effectivement maintenant ça commence à être assez documenté. Depuis 2017, on est à plus d'une trentaine de décrets de dissolution. On peut affiner le chiffre si on est un peu facétieux en regardant le nombre de dissolutions depuis juillet 2020 qui correspond à la date d'arrivée au ministère de l'Intérieur de Gérald Darmanin. Et là on est à 19, si les calculs sont exacts. Alors 19 dissolutions depuis juillet 2020, ça fait 19 dissolutions sur 36 mois. Donc ça fait à peu près une dissolution tous les 2 mois. Donc pour donner un ordre de grandeur, pour comprendre que ce chiffre, ce que veut dire ce chiffre, on peut le rapporter au fait que la possibilité pour le pouvoir exécutif de dissoudre des associations, ça existe depuis 1936. Et de 1936 à 2015, on avait à peu près 120 décrets de dissolution. C'est-à-dire on était à peu près à une dissolution tous les 18 mois. Donc là, voilà, vous voyez, c'est un petit élément qui permet de prendre la mesure de l'accélération, qui n'est pas seulement une accélération, mais qui est une accélération spectaculaire du rythme auquel le gouvernement recourt à cette arme qu'est la dissolution. Alors, une fois qu'on a dit ça, il me semble que ce qui est important, c'est de comprendre, de bien mesurer ce que ça veut dire ce mot dissolution auquel, évidemment, du fait de cette accélération, on s'habitue un petit peu, mais en fait, c'est quoi une dissolution? Je crois que ce qui est vraiment important de bien comprendre, c'est qu'une dissolution, c'est pas une sanction, enfin, plus exactement, c'est pas seulement une sanction, c'est un anéantissement. En fait, dissoudre une association, c'est faire disparaître la personne morale, et donc en fait, c'est pas seulement, vous avez outrepassé votre liberté, vous avez commis quelque chose qui est répréhensible et donc vous êtes sanctionné, c'est littéralement l'anéantissement en fait de l'association. Je crois que c'est important quand même de bien garder ça à l'esprit, c'est pas juste une sanction. Et voilà, je pense que pour peut-être compléter ces éléments, c'est important aussi de s'interroger sur, de bien comprendre quelles sont les circonstances dans lesquelles
il est possible pour le pouvoir exécutif de prononcer la dissolution d'une association. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est un pouvoir qui existe depuis 1936. Sans remonter, sans être trop longue et sans rentrer trop dans le détail, en fait, il existe une loi du 10 janvier 1936 qui a créé ce pouvoir de la dissolution administrative des associations. Cette loi a évidemment un contexte historique et politique assez particulier, puisqu'il s'agissait, c'était une loi qui a été voulue par les républicains à l'époque, en riposte à la menace sur la République que faisaient peser les ligues fascistes qui avaient culminé avec les journées du 6 février 1934. Il y avait eu effectivement plein de démonstrations de force de ligues fascistes, de groupes fascistes, et donc un certain nombre de forces républicaines ont eu le sentiment qu'il était nécessaire de se doter d'un outil spécifique pour faire face à une menace extrême qui était véritablement une menace de renversement de la République, de rupture avec le régime républicain. Ça, c'est le contexte en 1936, et donc les seuls motifs pour lesquels il était possible de dissoudre, c'était vraiment menace directe sur la République. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le texte a été un petit peu élargi. Il a été ensuite possible de prononcer la dissolution des associations qui s'étaient rendues coupables de collaboration avec l'ennemi pendant la guerre ou qui entravaient le rétablissement de la légalité républicaine au lendemain de la guerre. Encore un élargissement en 1972 où on permet la dissolution des associations qui provoquent à la haine et à la discrimination raciale. Et un dernier élargissement en 1986 où on permet la dissolution des associations qui sont rendues coupables d'agissements en vue d'actes de terrorisme. Ça, c'est les motifs, donc entre 36 et 86, disons, pour lesquels le législateur a accepté qu'on puisse, que l'exécutif puisse dissoudre les associations. Le point commun de ces motifs, c'est que pratiquement tous, pour rentrer dans le détail de la discussion, mais pratiquement tous se comprennent comme une mesure extrême contre des risques extrêmes. Collaboration avec l'ennemi, le nazisme, le terrorisme, renverser la République au moyen de démonstrations de force fasciste. On peut globalement se mettre d'accord sur l'idée que c'est risque extrême, mesure extrême. Et sur ces entrefaites, ce qui s'est produit, et probablement une large part de ce qui nous réunit tous ici, c'est le vote de la loi du 24 août 2021, la loi séparatisme, confortant les principes de la République, qui a procédé à une extension considérable des motifs pour lesquels il est possible de dissoudre. Donc, il y a différentes extensions. C'est maintenant, on peut dissoudre les associations, pas seulement lorsqu'elles provoquent la discrimination raciale, mais d'autres discriminations. Mais peut-être l'élargissement le plus notable, pour aller vite, sur lequel je vais insister, c'est que dans le texte original de la loi de 36, il était possible, donc c'est l'époque où on lutte contre les ligues fascistes, il était possible de dissoudre les associations qui appellent à des manifestations armées dans la rue. Et aujourd'hui, ce texte a été réécrit, cet alinéa a été réécrit, et désormais il est possible de dissoudre les associations qui provoquent à des manifestations armées ou à des violences contre les personnes et les biens. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important parce qu'il me semble que rien que dans cette réécriture-là, on voit en fait un basculement de la philosophie de l'outil de la dissolution, qui était autrefois un instrument, qui était historiquement, disons, un instrument de défense de la République, et qui désormais devient un instrument de défense de l'ordre public, parce que si véritablement on peut dissoudre une association parce qu'elle appelle à des violences contre les personnes ou les biens, on est en fait pratiquement dans le tout blanc du maintien de l'ordre. On peut très bien imaginer, je ne sais pas, des actions militantes avec de l'occupation de propriété privée, un entrepôt Amazon pour je sais pas, déplorer n'est pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire, l'évasion fiscale pratiquée par le groupe. On va très probablement, là, on peut rentrer en fait dans violence contre les personnes et les biens. Donc ça, c'est vraiment un élargissement qui est extrêmement considérable et qui est très important parce qu'en fait, c'est ce qui explique, d'abord, on marque vraiment ce basculement de philosophie. Alors, c'est pas pour dire qu'il y a un temps glorieux, magique, compatible avec les libertés de la loi de 36 et qu'aujourd'hui, on est tombé dans l'autoritarisme parce que cette loi, depuis l'origine, est problématique, c'est une mesure extrême, c'est vraiment une mesure très ambivalente qui a toujours été dangereuse. Mais évidemment, quand elle ne peut être mobilisée que pour en situation de risque extrême, le danger est moindre que quand elle peut être mobilisée pour n'importe quel type de violence contre les personnes ou les biens, pour n'importe quelle question, disons, d'ordre public. Donc cet élargissement, il est vraiment extrêmement problématique. Et je terminerai simplement en disant que, peut-être pour comprendre combien cet élargissement est problématique,
Pourquoi c'est problématique de gérer des questions, disons, de troubles à l'ordre public par l'outil de la dissolution? C'est un peu comme si on prenait une enclume pour assommer un boucheron, parce que, en fait, c'est pas comme si l'ordre juridique, par ailleurs, était démuni face à des choses qui s'apparentent à des violences contre les personnes ou les biens, par exemple. Il y a énormément de dispositions dans le code pénal, des dégradations, des attroupements, enfin, il y a toutes sortes d'infractions dans le code pénal qui permettraient déjà de poursuivre dans le cas d'abus de la liberté associative, de la liberté de réunion, etc. Or, la différence, elle est très importante parce que quand on poursuit des gens qui auraient fait des abus, qui auraient fait des dégradations de biens appartenant à autrui dans le cadre d'actions, y compris dans le cadre d'actions politiques, les personnes poursuivies, elles ont toutes les garanties qui s'attachent à la procédure judiciaire. Donc il y a une intervention du juge judiciaire, il y a des garanties qui sont liées au procès pénal, alors que là, on est véritablement dans une procédure administrative où on n'a évidemment pas du tout le même type de garantie, d'autant que, et je reviens à ce que je disais à l'origine, on n'est pas seulement en fait dans une logique de sanction, mais bien dans une logique d'anéantissement. Donc voilà quelques mots pour lancer sur la dissolution. Et donc, à côté de la dissolution, il y a aussi plein de formes d'entrave et de disqualification et de stigmatisation des militants avant d'arriver, entre guillemets, à cette forme ultime qui est la dissolution. Et là, l'idée, c'est un peu de se dire quels sont les types d'entraves aux libertés associatives qui peuvent être rencontrées. Et c'est un peu, du coup, l'objet de la suite de la discussion. Donc, Élise, depuis la CIMAD. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toutes et tous d'être là. Moi, je travaille au sein de la CIMAD. La CIMAD, c'est une association qui a 80 ans et qui agit pour la défense des personnes opprimées et exploitées. Concrètement, aujourd'hui, on agit pour la dignité et la défense des droits des personnes étrangères. On est une association d'envergure nationale, 2500 bénévoles sur l'ensemble du territoire, à la fois dans l'Hexagone et dans les territoires ultramarins, 140 salariés. Je le précise parce que c'est important pour moi de dire d'où je pars. On l'a dit tout à l'heure, il y a des inégalités dans les associations selon les moyens qu'on a, selon le réseau qu'on a, selon l'histoire qu'on a. Nous, la CIMAD, on part de là. C'est-à-dire qu'on est une vieille association avec plein de militants, plein de salariés. Si on considère, et du coup moi aujourd'hui, ce soir, je voulais vraiment vous parler de nous à la CIMAD, comment est-ce qu'on appréhende cette question des libertés associatives et des répressions. Comment est-ce qu'on s'en saisit en interne et de quoi nous on parle quand on parle de ça. Peut-être déjà en partant du principe qu'on va considérer qu'une répression à la liberté d'association, c'est tout ce qui va venir entraver notre capacité d'agir. En partant de là et en regardant l'histoire très récente, en tout cas les 20 dernières années de la CIMAD, on a pu faire face à plusieurs attaques qui viennent de différents endroits. On peut penser par exemple, la CIMAD intervient dans les centres de rétention, c'est un marché public. Régulièrement, depuis 2008, le gouvernement tente de faire taire l'ensemble des associations qui interviennent au sein des centres de rétention, de leur interdire de s'exprimer sur ce qui se passe dans les centres, de leur interdire de témoigner. La CIMAD, on est une association avec beaucoup de juristes. Ce qu'on aime bien, c'est le contentieux. Donc c'est un contentieux qu'on a porté en 2008, qu'on a gagné. Ça n'empêche pas le gouvernement de revenir à la charge dans les nouveaux marchés, mais en tout cas, ça fait partie des premières répressions qu'on a identifiées. On pense aussi, évidemment, quand on parle de la CIMAD, à la criminalisation des militantes et des militants, notamment aux frontières, les poursuites judiciaires, le discrédit qui pèse sur les militants qui font des maraudes solidaires, qui sont actifs dans le Briançonnais, qui sont actifs à la frontière franco-italienne ou encore à Calais. On pense aussi, comme beaucoup d'associations, au non-renouvellement de subventions, parfois conséquentes, plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans justificatif, sans accompagnement non plus à la fin de la subvention. Et on constate, qui sont en tout cas parfois concomitantes à un changement de couleur politique dans une région. Voilà, donc ça, c'est peut-être plutôt sur le côté atteintes qui viennent de l'État ou de l'administration et qui vont bien toucher à la fois la structure, les salariés et les militants, et je voudrais dire deux mots des conséquences. Mais depuis quelques années, l'une des répressions qu'on observe et qui nous inquiète énormément, c'est celles qui vont venir aussi de l'extrême droite et des groupuscules d'extrême droite ou qui sont foncièrement opposés à notre lutte, à nos combats, à nos valeurs.
On parle de pression sur des interlocuteurs, des partenaires, de freins à l'intervention de la CIMAD dans des lycées pour parler d'immigration et de discrimination, parce qu'il y a des prises à partie des établissements scolaires qui vont engendrer une forme de peur et qui vont venir porter atteinte à ces partenariats-là. On parle de pression sur les militants et les militantes qui sont pris en photo dans des manifestations par des militants d'extrême droite. On parle de dégradation des locaux, on parle de prise à partie sur les réseaux sociaux, de vidéos de tournées devant nos locaux, d'accusations d'être des passeurs, de faciliter les agressions sexuelles en accompagnant les personnes étrangères, etc. Donc tout un ramassis d'insultes et d'ordures racistes. On parle aussi, c'était difficile pour moi de venir ce soir sans parler de ce qu'on a pu vivre à Mayotte il y a quelques années, il y a 2 ans, où un collectif de défense des intérêts des citoyens de Mayotte a séquestré des salariés des bénévoles de la CIMAD dans nos locaux pendant quelques heures, bloqué l'accès à nos locaux pendant plusieurs mois, nous accusant de faire le jeu des passeurs, de faire de la traite des êtres humains entre les Comores et Mayotte, d'être responsable de la pauvreté du département de Mayotte, ce qui est incontestable, mais la CIMAD n'en est pas responsable. Et des accusations qui ont été évidemment reprises par le Rassemblement national, relayées sur les grandes chaînes de télé, etc. Et donc toutes ces attaques-là, qu'elles viennent de l'État, qu'elles viennent de l'extrême droite, ça a des conséquences. Ça a des conséquences à la fois sur notre structure et je pense sur l'ensemble des structures associatives, c'est-à-dire qu'on va consacrer de l'énergie, du temps, des ressources humaines, financières, matérielles, à chercher une stratégie, à se défendre, à communiquer en interne, en externe. Ça va avoir des conséquences aussi dramatiques sur les militantes, les militants, qu'ils soient bénévoles ou salariés. Ça va générer de la peur, du découragement, un désengagement, parfois des départs. Subis parce qu'on n'a plus la force de continuer ou forcés parce qu'on a une perte de financement. Ça va générer tout ça des conséquences et c'est tout aussi dramatique que les autres et je ne veux pas hiérarchiser, mais sur la lutte en tant que telle, c'est-à-dire que c'est des moyens qu'on ne peut plus allouer à la lutte, ces moyens qu'on met sur la défense de nos structures, sur la défense de nos bénévoles. Ça va générer parfois des pertes de moyens, tout court, et ça va générer une forme de censure, parfois par des partenaires, des lycées qui ne veulent plus qu'on intervienne parce qu'ils ont peur de la réaction de l'extrême droite, ou de l'autocensure, parce que nous-mêmes, on a peur, nos bénévoles, nos militants ont peur de se mettre dans des situations où ils seraient exposés. Et ça va toujours mieux en le disant, mais donc la CIMAD a fait face à ces agressions-là, mais on n'est pas les seuls. Enfin, si on pense aux menaces d'extrême droite, je pense que les associations qui interviennent sur la question des défenses des droits des personnes LGBTQIA+, elles font évidemment face aussi à ces questions-là et à ces attaques-là. Je ferai un lien tout à l'heure avec l'Interasso, mais peut-être un dernier constat là-dessus, c'est que pour nous, en tout cas moi mon analyse, c'est qu'auparavant on réagissait un peu partout. C'est-à-dire qu'on constatait une répression, on se mettait en ordre de bataille, on choisissait une stratégie, on la mettait en œuvre et puis ensuite on passait à autre chose. Depuis la loi séparatisme, depuis la montée de l'extrême droite, on est sur un autre cran. On commence à se dire qu'en fait il faut qu'on réfléchisse en profondeur à une stratégie interne et interassociative sur comment est-ce qu'on prend en compte ces données-là dans cette nouvelle société et comment est-ce qu'on s'arme pour être prêt et pour peut-être passer aussi moins de temps à définir une stratégie, à plus être sans cesse dans la réaction et dans l'autodéfense, mais aussi à être dans la proposition dans la construction d'alternatives, essayer de reprendre un pas d'avance. Mais ce pas d'avance-là, pour l'instant, en tout cas, on ne l'a pas encore, on est en train de le construire, c'est aussi l'objet de cette rencontre ce soir. Et du coup, depuis 3 ans, en fait, un des premiers enjeux, en tout cas pour nous en interne à la CIMAD, ça a été de prendre conscience qu'on était concernés par les libertés associatives et leur répression. Et de le porter à la fois au niveau de notre siège et du national, de porter aussi au niveau des groupes locaux, des régions et des bénévoles, parce qu'on avait aussi ce sentiment, ça fait 80 ans qu'on existe, évidemment qu'on respecte les principes républicains, évidemment qu'on n'est pas violent, etc., mais il a quand même fallu prendre conscience et accompagner cette prise de conscience que oui, on était concernés et que oui, il fallait qu'on s'investisse et que oui, il fallait qu'on participe aux espaces interassociatifs et qu'on mutualise nos connaissances, nos moyens, nos idées, etc. Et donc tout ça, ça prend du temps, ça prend du temps salarié, ça prend du temps bénévole, de veille, d'analyse, d'information, de formation, participation à des webinaires, de mobilisation du réseau interassociatif pour informer.
Tout ça pour arriver à faire prendre conscience que nous étions toutes et tous concernés. Et quand on regarde les interassociations qui travaillent sur la question des libertés associatives, on retrouve des associations de plein de secteurs différents. De la défense des droits, du secteur culturel, sur la question de l'environnement et de l'écologie, sur la question des quartiers. Et en fait, cette diversité-là, elle est extrêmement précieuse. Et peut-être, et je voudrais terminer là-dessus, oui, il y a du temps, c'est un temps. Là. Peut-être se redire, en tout cas en cas d'attaque, c'est peut-être le moment pour en tout cas partager nous notre expérience. Ce qu'on a toujours trouvé précieux, c'est la mobilisation de plusieurs leviers simultanément. C'est-à-dire qu'en cas d'attaque, penser à mobiliser à la fois le levier politique, d'interpeller les élus, que ce soit des collectivités territoriales, des élus nationaux, d'interpeller aussi parfois l'État ou l'administration pour remettre les responsabilités. Si on pense par exemple aux attaques venant de la sphère d'extrême droite, il y a un devoir de protection dont la responsabilité en revient à la préfecture, mais il faut interpeller, remettre les responsabilités au bon endroit, chercher des alliances, peut-être aussi parfois construire des nouveaux partenariats pour prendre cette question-là sur le long terme, mobiliser le levier médiatique évidemment, alors seul ou en interasso, médiatiser ce qui se passe, communiquer, arriver à rendre public et à dénoncer ce qu'on est en train de subir. Le levier juridique, le fait de porter plainte, alors ça peut être à titre individuel, en tant que bénévole, quand on a été soi-même la cible de diffamation, d'agression, etc. Mais peut-être parfois l'association en tant que telle peut porter plainte. Et donc ça demande aussi en interne de se préparer à ces procédures-là. Comment est-ce que c'est porté, par qui, par où, comment, avec quels moyens, où se prennent les décisions. Donc ça, il faut réfléchir en amont. Et c'est plus facile de le faire en amont que sur le coup. Et puis s'appuyer, je pense, sur les réseaux locaux, on l'a beaucoup dit, la solidarité interassociative, le fait de... on a parlé tout à l'heure de fonds de dotation au fonctionnement, où quand on nous a empêché d'accéder à nos locaux, on a aussi sollicité l'interassociatif à Mayotte pour trouver des locaux pour héberger ne serait-ce que les salariés dont c'était le bureau. Donc pensez à tout ça. Et puis peut-être sur le long terme, en tout cas la question qu'on se pose, la stratégie, c'est à la fois évidemment la question des financements. Comment est-ce qu'on les diversifie, comment est-ce qu'on ne se sent plus au pied et point lié par un bailleur et dépendant d'une couleur politique à un moment donné. Et une deuxième question, plutôt sur la question de l'extrême droite, c'est comment est-ce qu'on invente nos discours, comment est-ce qu'on construit de nouveaux discours pour toujours ne plus être que dans la réaction face à des discours xénophobes, racistes, antisolidaires, mais comment est-ce qu'on a encore un pas d'avance pour continuer à porter une vision alternative de la société. Merci beaucoup. Merci Elise. Je vais passer la parole du coup à Thierry, plutôt sur la question syndicale du point de vue solidaire. Donc, voilà. Bonsoir, merci de l'invitation pour mon syndicat. Ce soir, normalement, ça devait être une de mes camarades de Solidaration qui devait venir, je la remplace, et ça va être confus. On a un syndicat, donc Solidaration, qui syndique les salariés du secteur associatif et qui s'intéresse évidemment aux conditions de travail dans ce secteur et aussi à tous les problèmes de liberté et de répression que peuvent rencontrer les associations. Moi je fais partie de la commission droit et liberté de Solidaire qui a été créée il y a 2 ans. Elle s'occupe notamment des problèmes de liberté publique. Et à ce titre, nous, un problème auquel on est confronté quand on est un syndicat, c'est les problèmes liés aux manifestations, parce que c'est un de nos outils parmi d'autres. Un des outils des syndicats, c'est les manifestations, et donc on est en lutte depuis pas mal de temps, depuis le temps que dure les dissolutions, à peu près la même durée. On est en lutte aux interdictions de manifestations qui sont maintenant massives. Ce que l'on parlera peut-être une autre fois. Le syndicat solidaire, en tant
tant que syndicat, ce qu'il essaye de faire, c'est de mettre à disposition ces outils, ces moyens pour aider les acteurs sociaux. Et donc, c'est pour ça qu'on aide pour les... on se porte comme intervenant volontaire pour les dissolutions, qu'on se porte qu'on essaye de faire sauter les interdictions de manifestation. Et je voulais revenir aussi sur les problèmes liés à l'extrême droite, parce que effectivement vous aussi, on est un syndicat qui est assez visé, et on a pas mal de camarades encore hier à Bourges qui se sont fait, qui se font malmener, vraiment ciblés. Alors entre l'extrême droite et les préfectures qui interdisent les manifestations et qui posent des soucis. On a vraiment de problèmes. Et des choses dont je voulais parler, c'est un problème sur les locaux syndicaux. Il y a de plus en plus de collectivités territoriales qui n'accordent pas qui ne sont pas obligées de donner, mais bon, bien souvent on a des problèmes de locaux syndicaux qui ne sont pas accordés, et ça pose des problèmes pour l'accueil des adhérents, et donc aussi c'est un des gros soucis. Merci. Mohamed Beshlaj, le président de la coordination Place en Nous et militant, j'avais présenté tous les autres, mais pas Mohamed, voilà, militant de longue date, voilà, peut-être aussi sur la question des quartiers populaires, ou pas Mohamed. Merci, en tout cas merci pour cette soirée. Je trouve qu'on est aussi en partenariat avec la coalition des libertés associatives. Alors, il y a en termes de liberté associative, il y a effectivement celles qui sont visibles, qui ont été beaucoup médiatisées, mais moi je voudrais surtout revenir aussi sur celles qui ne le sont pas, mais qui clairement subissent, notamment dans des lieux, dans des villes, localement, de quelle manière on peut aujourd'hui effectivement les disqualifier sans passer par la dissolution, c'est-à-dire en essayant de les épuiser, en essayant tout simplement de les diaboliser, de les criminaliser. On est en plein d'exemples, si je prends l'exemple de Roubaix, si je prends l'exemple d'Angers, si je prends l'exemple de Saint-Étienne, si je prends l'exemple de Saint-Provence, c'est simple, si Roubaix, une association qui milite, qui n'est pas du tout en accord avec les élus locaux, on essaye tout simplement de les faire passer pour des extrémistes, des communautaristes, et on les pointe du doigt pour que du coup on leur coupe les subventions, on les sort de leurs locaux, et on fait en sorte effectivement qu'ils ne soient pas soutenus localement par d'autres structures associatives. Et le pire dans tout ça, c'est que ceux qu'on traite de communautarisme, pour faire leur réunion, comme disait notre ami, c'est le prêtre qui prête sa paroi pour les réunions, et ils sont financés par la Fondation Abbé Pierre. Donc en termes d'excuses ou d'essayer de trouver effectivement le fait de les criminaliser, je pense que de ce côté-là, les arguments ne tiennent pas la route. Je prends un cas d'Angers, pareil, une association qui travaille avec les jeunes, qui milite dans les quartiers, qui fait en sorte que cette jeunesse, effectivement, elle soit plutôt sur des perspectives d'avenir, parce que localement, ça ne se passe pas bien. Pareil, on n'est pas d'accord sur les bords politiques, on ne partage pas les mêmes valeurs. Et bon, on les sort de leurs locaux, et puis qu'est-ce qu'on fait? On installe une police municipale à l'intérieur de nos locaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous battez pour les jeunes, nous on va venir apporter notre réponse précise, et ainsi de suite. Pareil, à Saint-Étienne, les habitants qui clairement vivent dans un quartier, il y a un centre social qui existe. Ce centre social, il est porté par un conseil d'administration qui en fait très éloigné de ses habitants, qui clairement vieillissant, qui n'est pas du tout en phase avec ce que les habitants attendent et demandent. Ils adhèrent, prochain âgé, présent, ça gagne, et puis à partir de là, ceux qui sortent commencent effectivement la machine infernale,
en alertant la CAF, en alertant la préfecture, en alertant le maire. Et rebelote. C'est une forme de communautarisme qui s'installe. Attention, ça va être plutôt un centre social islamisé. Enfin, les mêmes choses qu'on rencontre et qu'on entend un peu partout, quoi. Et donc, c'est toutes ces formes-là qui, clairement, localement, viennent impacter ces bénévoles et ces militants, même si, clairement, ils sont au service des habitants, hein, parce qu'aujourd'hui, ces petites associations sont devenues les sous-traitants du service public. Hein. Il ne faut pas s'étonner, c'est eux qui suivent les familles, c'est eux qui accompagnent sur du droit commun. On l'a vu pendant la crise du Covid, hein, ceux qui étaient les premiers de cordée, comme on disait, ce sont ces habitants, ces associations qui ont apporté énormément d'aide à ces habitants. On a tendance un petit peu à oublier que sans ces personnes-là, peut-être que l'économie française se serait vraiment effondrée. Et maintenant, c'est d'eux qu'on parle trop mal. Et on l'a bien vu au mois de juin, après la mort de Maël, comment on a commencé à diaboliser ou criminaliser une bonne partie de ces habitants en essayant de les disqualifier comme s'ils n'étaient pas en capacité aujourd'hui d'éduquer leurs enfants. Mais quand il se passe dans des sphères politiques et bourgeoises où les enfants sont arrêtés, refusent d'obtempérer, ceux-là, on ne voit plus d'éducation, et on ne nous explique pas que ceux-là, il faudrait peut-être aussi leur apprendre ce que c'est que les règles. Donc voilà, c'est deux poids, deux mesures. C'est le fait qu'aujourd'hui, cette loi du séparatisme, pour nous, on se bat pour que ça soit abrogé, comme d'autres. On a essayé d'expliquer que le séparatisme, en vérité, il commence quand les services publics ne sont plus à la hauteur dans ces quartiers. Quand les écoles ne sont plus à la hauteur. Quand on ne se sent pas protégé. Quand on n'a pas accès à la santé. Quand on n'a pas accès à l'emploi. Quand parce qu'on n'a pas de couleur de peau. Ou est-ce qu'on habite dans un quartier qui malheureusement géographiquement peut-être fait parler de lui. Eh ben, c'est là où on commence à disqualifier une bonne partie de ses habitants. Et c'est trop facile de ceux qui aujourd'hui nous parlaient de communautarisme en nous expliquant qu'en gros, ce qui est en train de se passer dans ces quartiers ou ainsi de suite, c'est pas normal. La vraie question, c'est de se poser la question pourquoi on en arrive là. C'est juste parce que ceux qui sont aujourd'hui dans ces quartiers, malheureusement, n'ont pas choisi d'être tous et d'habiter dans ces quartiers-là. Il y a bien des gens qui décident, qui clairement ont des stratégies de faire en sorte que ces habitants soient là et que derrière, malheureusement, effectivement, on commence à avoir ses propres règles. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les lois de la République, ou bien au contraire. Je pense que ces habitants sont des citoyens à part entière et pas à part. Mais on fait tout en sorte pour qu'à un moment ou à l'autre, on ne les considère pas en tant que tels. Et c'est la même chose quand on vit et qu'on subit au niveau associatif dans différents quartiers de France. Quand on s'organise, quand on commence effectivement à être au service des habitants, c'est pas toujours bien vu. C'est automatiquement, on a une arrière-pensée, comme si on était en train de préparer quelque chose politiquement, et c'est même des fois on va plus loin. On arrive malheureusement après, je veux dire, c'est le côté humain, on arrive à faire en sorte que ceux qui militaient bénévolement, on leur offre un poste de travail, un appartement, puis on leur dit comme ça, l'association que vous avez, on veut bien la reprendre, on va la municipaliser, mais vous serez en gros à la botte de ce que nous, on vous orientera comme directive politique. Et ceux qui refusent, malheureusement, ils subissent tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de subventions, le fait que localement, on pointe du doigt ces habitants, on les criminalise comme si c'était effectivement des gens qui ne seraient pas fréquentables, et on fait en sorte que les autres structures associatives n'aient plus trop de contact avec eux, parce que sinon ils seraient menacés malheureusement tout simplement de couper les subventions. Et là où je trouve que c'est bien dommage, c'est que normalement l'État devrait être neutre, et qu'il devrait faire la part des choses, et des fois, on entend que l'élu a beaucoup plus de poids des fois que l'État, et l'État des fois ne suit pas. Quand vous remplissez un contrat de ville, et que malheureusement vous n'avez pas un cofinancement, qu'est-ce qu'on fait? On ne vous soutient pas, on ne vous subventionne pas. Voilà. D'où l'idée avec Passons-nous de créer un fonds d'initiative citoyenne qui clairement permettra juste d'avoir une sorte d'autonomie, et lorsqu'on n'est pas d'accord sur un projet, une rénovation urbaine, sur un projet de cadre de vie, lorsqu'on n'est pas d'accord avec un bailleur ou je ne sais,
donner les moyens de pouvoir aussi se défendre et d'avoir effectivement toute la généralité qui va avec. Donc nous, on s'inscrit totalement dans ces luttes, parce que pour le point, je suis désolé, c'est les libertés qui sont attaquées. Et quand le tissu associatif et puis les militants associatifs seront essoufflés, parce que ça demande beaucoup, je suis désolé, mais ça commence à vraiment se sentir très mauvais. Et on se sent bien, déjà, d'ailleurs, parce qu'on est en train de prendre comme directive, comme on parlait de l'extrême droite, on l'a normalisé, on se permet d'avoir des discours normaux, on reprend même leurs éléments de langage, et c'est juste dramatique. On n'arrive pas malheureusement à faire en sorte que cela ne donne pas raison. Donc il faut continuer effectivement à agir, il faut continuer à s'organiser, il faut à un moment politiser cette question-là. Et il faut qu'on soit effectivement plusieurs à la porter. Et tant mieux qu'aujourd'hui, en dehors des quartiers, qu'on soit à pouvoir créer cette forme de coalition pour pouvoir se faire entendre. Parce que des fois, on se sent peut-être un peu seul, et je pense qu'il y a plusieurs. Et si on politise les choses, peut-être qu'on arrivera en tout cas peut-être à bouger les lignes. Voilà. Merci. Merci Mohamed et merci à tout le monde. Alors l'idée c'est d'avoir une petite internet de prise de parole, voilà, mais assez rapide. S'il y en a qui ont envie de partager des constats ou de poser des questions aux intervenants, de faire circuler un micro. Les associations qui ont été récemment dissoutes depuis l'arrivée de Darmanin, sur le profil de ces associations. Parce que, est-ce qu'on est en train de se parler d'associations de rassemblement fasciste, auquel cas il y aurait une forme de justification compte tenu des différents élargissements, ou est-ce qu'on est en train de se parler d'associations de lutte antiraciste, écologiste, pour la défense des droits de l'homme, etc. Parce que quand on parle de ce chiffre, il est impressionnant, mais si c'est que des fachos, concrètement, ça ne pose pas de problème en fait. Voilà, du coup, je ne sais pas si vous avez cette donnée. C'est évidemment une très bonne question, même si peut-être pour prendre les choses à rebrousse-poil, je voudrais quand même dire que l'élargissement des critères qui a été fait par la loi séparatisme qui multiplie les raisons pour lesquelles le gouvernement peut prononcer la dissolution, c'est quelque chose qui doit nous inquiéter de toute manière. Je comprends très bien ce que vous dites, mais néanmoins, ça doit nous inquiéter de toute manière parce que le moment où les libertés, elles sont restreintes, elles sont toujours restreintes pour toutes, c'est-à-dire même si dans le lot, il y a effectivement des associations dont la dissolution est prononcée, qui répondent en fait aux origines historiques du texte, et effectivement des groupes d'extrême droite, etc. C'est pas, on ne doit pas simplement se dire, ah bah, alors du coup ça va. Parce qu'en réalité, l'extension des critères, c'est une menace qui pèse de manière générale. Donc ça c'est simplement un premier point. Après, sur le détail, en vérité, il y a une pluralité de profils. Alors on va faire des travaux à plusieurs de manière plus approfondie, mais là déjà sur les 19 dissolutions depuis Darmanin, il y a un peu de tout. Il y a des groupuscules d'extrême droite, il y a les soulèvements de la terre. Donc vous voyez, en fait, la problématique de l'élargissement des critères, c'est qu'en réalité, ce qui tape aujourd'hui une association, et c'est pas parce que c'est, même quand c'est une association d'extrême droite, elle peut souffrir de l'élargissement des critères, elle peut peut-être se voir dissoudre aujourd'hui de manière légère, de manière pour des motifs beaucoup moins convaincants, etc. Donc, en fait, la question qu'on veut se poser, c'est est-ce que la dissolution comme arme dans les mains du pouvoir exécutif, c'est une bonne chose? Et par ailleurs, je voudrais juste attirer aussi l'attention sur le fait que ce qu'on observe dans cette même temporalité, c'est un usage de la dissolution, un usage, je dirais, politique, c'est-à-dire pas juridique de la dissolution, c'est-à-dire des dissolutions qui ne vont pas au bout, mais qui sont annoncées. Alors vous vous rappellerez que Gérald Darmanin avait annoncé la dissolution de Nantes Révoltée, a annoncé la dissolution de Civitas. Là encore, deux exemples très opposés qui, probablement sur l'échiquier politique, sont tout à fait à des extrêmes opposés. Mais là aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire cette banalisation de la dissolution fait qu'en réalité, ça devient une sorte de corde à l'arc du ministère de l'Intérieur, une sorte de répertoire d'action
qui faut s'interroger pourquoi le ministre annonce des dissolutions qui ne sont pas suivies d'effet. C'est-à-dire que là, je ne suis pas dans les papiers, hein, je ne connais pas les raisons effectives, mais en tout cas, l'effet politique, on voit bien ce que c'est, quoi. C'est un effet un peu de menace, d'épée de Damoclès, de discipline et de contrôle de la société civile, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut s'interroger. La question évidemment des usages qui en sont faits et qui sont visés est super importante et super légitime, mais malgré tout, je pense qu'il y a quand même une réflexion aussi à avoir de toute façon sur la dissolution en tant que telle et sa légitimité. Est-ce qu'il y a d'autres questions, constats? On enchaîne, ok, on me fait signe d'enchaîner. Et ben, on va vous remercier beaucoup. On va applaudir. Daniel Oudéa, qui était la France Insoumise.